Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis. C'est sur Equinox Télévision uniquement. C'est une figure remarquée et remarquable du landerneau politique camerounais et son bord politique, celui du pouvoir, aurait pu le brider. Au contraire, il a gardé sa liberté de ton qui en fait un des électrons libres de notre espace politique. Vous l'avez peut-être deviné, l'invité de Géopolis cette semaine est le député RDPC de l'Océan, Martin Oyono. Avec lui, nous évoquons la session parlementaire tumultueuse du mois de novembre dernier, la crise anglophone, l'affaire Patrice Nganan, les résultats du concours de l'ENAM qui font des vagues dans l'opinion et enfin, les perspectives pour l'année 2018 au Cameroun. Bonsoir, Martin Oyono. Bonsoir, M. Zogo, et merci de me recevoir sur ce plateau. Voilà. Je suis très enchanté. Oui, merci aussi. Equinox Télévision vous remercie d'avoir sacrifié de votre temps à la veille de ces fêtes de fin d'année pour nous parler de la vie du Cameroun à l'heure qu'il est. Alors, honorable Martin Oyono, la session parlementaire du mois de novembre s'est achevée il y a quelques jours de cela, dans des conditions un peu tumultueuses, comme on a pu le voir à travers les images tournées et quelques événements qui sont déroulés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on doit garder de cette session d'après vous? C'est une image que vous invoquez, vous la qualifiez de tumultueuse, mais moi je la qualifie de regrettable parce que nous sommes une institution emblématique. Et ce qui s'y est passé n'est pas honorable. Parce qu'on nous appelle honorable, il faut que nous soyons un exemple, un modèle à tout point de vue. Une fois que nous enregistrons des débordements qui amènent à un dysfonctionnement de l'institution parlementaire qui est l'Assemblée nationale. Nous étions à la veille de l'adoption d'une loi qui est très importante pour la nation, la loi des finances 2018, et tout cela a été perturbé, je crois à cause d'un certain nombre d'incompréhensions et surtout à cause d'un manque de dialogue et de communion d'esprit pour qu'on parvienne à nous dire que nous sommes tous Camerounais et qu'on soit de l'opposition du parti au pouvoir, qu'il y a des questions d'importance nationale qui doivent être discutées au Parlement. Donc vous dites, en vous écoutant, vous dites que la revendication centrale, par exemple, du SDF, qui consistait à réclamer l'inscription à l'ordre du jour des travaux de la question anglophone, la crise anglophone, aurait dû être acceptée pour que le débat puisse se dérouler de manière sereine à l'Assemblée. Oui, pour qu'il n'y ait pas ces perturbations qui ont donné à l'Assemblée nationale une très mauvaise image. Déjà que nous avons déjà subi tout un dommage avec l'incendie. Lorsque vous passez aujourd'hui et qu'on vous présente cette institution, je crois que c'est une très mauvaise image sur le plan spirituel. Les enfants qui passent, qui ont du Parlement et des institutions de souveraineté qui doivent dégager un certain honneur, se posent des questions. Comment cela s'est passé? Et je voudrais dire que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair, c'est une loi. Et nous qui sommes du parti au pouvoir, et on veut d'un peu plus d'assurance. À savoir, lorsque la question vous savez, on a laissé d'abord une habitude au parti d'opposition qui est le SDF, le monopole d'émotion, même lorsque ce n'était pas la question anglophone. Vous avez toujours remarqué que c'est comme si le RDPC ne peut pas présenter une motion d'ordre à l'Assemblée nationale. Or, nous pouvons le faire. Sachant très bien que si c'est une question importante, à la fin, nous aurons toujours la majorité qui va voter. Alors, il ne faut pas que nous soyons le parti majoritaire et que nous soyons fébriles devant que ce soit les attaques ou alors que ce soit des sujets qui peuvent aider à avancer. Le SDF, qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale, avait bien le droit de pouvoir poser l'inscription de la question anglophone. Parce qu'en majorité, ils sont de ces deux régions.
qui sont perturbés aujourd'hui par les désordres, par les violences que nous regrettons tous. Et je crois que pour la nation, l'intérêt général, sacrifier 3 heures de temps, par exemple, pour leur laisser vider leur sac, aurait mieux valu que de bloquer le processus et ne pas leur permettre de parler. Et vous voyez, ça a donné naissance à des inspirations assez négatives, comme les vuvuzelas, qu'on est en train de siffler, on empêche le Premier ministre de parler. Mais je crois que tout le monde entre dans l'esprit de dialogue que le prône le chef de l'État et la communauté nationale et internationale. Cet incident n'aurait pas dû avoir lieu. Juste se mettre tellement à s'énerver au point de blesser un des députés qui sont de notre parti. Oui, je rappelle pour la gouverne des téléspectateurs, peut-être qu'ils n'en sauraient pas davantage si c'était le cas. L'honorable Patricia Thomanon-Dam, lors de la discussion générale relative à l'adoption du budget, a donc balancé son chevalet et qui a heurté malencontreusement le député Richard Wallam, qui s'en est sorti avec l'arcade sourcilière ouverte. C'est ça. Voilà. Alors, donc, vous dites que c'est un événement malheureux, mais est-ce que Patricia Thomanon-Dam, sur ce cas précis, explique que depuis 2016, la parole n'a pas été donnée à l'UDC, qui la réclame de manière ininterrompue depuis cette période? Non, je ne crois pas que ce soit un problème de parole qui n'a pas été donné à l'UDC. Dans ses revendications, elle dit que la loi des finances étant une loi importante, l'UDC n'est pas représenté dans la commission des finances, si j'ai bien suivi. Ça, c'est l'argument. Mais par contre, par rapport à la prise de parole, je peux témoigner sans risque de me tromper qu'au niveau des députés de l'opposition, l'honorable Patricia Ndamjoya est la personne à qui on accorde le plus le temps de parole. Donc, mais là, le scénario était différent. Parce qu'on était en train de devoir adopter le projet de loi. Et si on peut dire qu'il peut y avoir une unanimité au niveau du parti dans lequel je suis, c'est-à-dire le RDPC, et les 16 partis amis, que sont l'UPC et l'UNDP, il n'en est pas de même pour le MRC ou alors l'UDC, dont fait partie Mme Ndamjoya. C'est pour ça que elle le justifie, parce que les freins à discuter un projet de loi. D'abord, sur le plan général, il y a une discussion générale, et ça c'est une loi qui relève du Parlement. Et après la discussion générale, nous passons à la discussion article par article. Après donc, là, on passe à l'adoption. Mais toutes ces étapes ont été galvaudées et ça ne peut pas rehausser notre image. Ce que moi j'aurais pensé, que l'on puisse faire, c'était par exemple de suspendre la séance. Et ça ne nous coûte rien, même si on fait 48 à 72 heures, parce que nous voulons travailler sereinement pour montrer au peuple que nous sommes venus vraiment travailler pour l'intérêt de la nation. On aurait pu suspendre la séance jusqu'à ce qu'on négocie avec nos partenaires, ou alors inscrit donc effectivement sur le champ, parce que si la majorité le décidait, inscrire ce point à l'ordre du jour. Et l'avantage aurait été quoi? Le SDF ne représente que 15 députés. Alors si on se réfère au règlement intérieur, ils ont, en plus de la motion d'ordre, ils ont 10 minutes d'intervention. Ce qui nous fait 150 minutes. On aurait sacrifié moins de 3 heures. Ils auraient vidé le sac. Et je crois qu'on s'en serait mieux porté, parce que je ne vois pas comment ils allaient trouver d'autres voies pour nous empêcher de travailler. Étant donné qu'on allait prendre acte de tout ce qu'ils ont dit, et s'il y avait une décision sur laquelle on devait passer au vote, je crois que vous connaissez bien le résultat de ce vote. Donc ça aurait été plus élégant
se livre à un spectacle qui a fait que non seulement il y a des violences, mais aussi qu'on bâcle le travail qu'on aurait pu faire et pour lequel nous avons été élus par les populations. Donc, on va dire aujourd'hui que peut-être heureusement, mais même jusque-là, il n'y a pas d'excuse parce que le Sénat n'est pas censé faire le travail de l'Assemblée nationale. Ah oui. Voilà. Alors, et comment expliquez-vous ce raidissement de l'Assemblée nationale, ce refus de cette demande du SDF qui a été quand même insistante? On serait dit, on serait attendu à ce que, après la première demande, que la question soit inscrite à l'ordre du jour. On n'a pas vu. On a vu ce raidissement, on a vu ce refus catégorique d'ouvrir ce débat. Comment on peut l'expliquer? Disons que je pense qu'il ne faut pas jouer aux hypocrites. Cette motion d'ordre aurait pu être présentée, si on le voulait bien, par les députés RDPC et de ces deux régions, puisque eux-mêmes ils sont dans une situation très inconfortable, que ce soit en matière d'insécurité, en matière de projection pour les échéances à venir. Ils doivent aller sur le terrain pour parler à leur population. Et si les populations ne sentent pas qu'ils expriment leur dévouement pour la résolution des problèmes qui les concernent, ça va entacher leur crédibilité. Donc, voilà le schéma que je voyais. Et ce n'est pas seulement une question qui touche les parlementaires anglophones. Je voudrais dire que c'est une question qui touche même les parlementaires francophones. Parce que les surprises que vous pouvez avoir, c'est les relations de famille qui sont pratiquement cinquantenaires ou centenaires de certaines familles francophones. Avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Je sais de quoi je parle. Je suis et du centre, dans le Bas-Menoubou. Sa mère était du littoral dans la communauté Abonor. Et la mère de sa mère était de Mbonguin, c'est-à-dire dans le sud-ouest. Bon, imaginez tous ces schémas. Si vous les prenez et vous voyez le nombre de familles qu'il peut avoir. Donc, en fait, c'est un peu comme si on avait peur des épouvantails. Et un sujet ne doit pas être tabou au niveau de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, qui est le premier élu de la nation, avait exhibé les contours d'un dialogue en disant qu'il est intransigeant sur la forme de l'État. Puisque la constitution actuelle, celle de 1996, fait de l'État du Cameroun un État unitaire décentralisé. Il faut que les gens essayent de lire ce qui se passe. Et la Constitution est au-dessus de tous. Les populations et le chef de l'État et le gouvernement. Vous dites que le chef de l'État a effectivement dessiné les contours d'un dialogue. Oui, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas changer la forme de l'État. C'est-à-dire que, sauf si on décidait d'une révision constitutionnelle, là on pourrait se prévaloir de ce qu'on peut aller vers le fédéralisme. Ce qui est encore plus grave, c'est la sécession. Oui, tout à fait. Donc nous, les francophones, on ne peut pas accepter que le nord-ouest et le sud-ouest se détachent de la partie francophone. Alors, mais ce que vous voulez dire, pour rester dans le cadre de l'Assemblée nationale, vous voulez dire que, est-ce que vous voulez dire que le chef d'État ayant esquissé le chemin, l'Assemblée aurait pu suivre en mettant organiser donc un débat dans ce contour-là, sachant très bien que nous ne sommes pas en train de déstabiliser les institutions et la stabilité des institutions. Donc il faut un peu de sagesse, un peu de courage pour pouvoir supérieur de la nation. Et qui n'en a pas à l'Assemblée? Le président de l'Assemblée ou bien... non, je crois que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas décider tout seul. Il faut qu'il y ait un ensemble de députés. Vous savez, l'initiative des projets de loi que nous n'avons pas la possibilité souvent de prendre, surtout faute de moyens, relève de 2/3 des députés. Donc, si... il y a une question très importante. Évidemment, nous allons nous référer à notre groupe parlementaire. Quand je dis groupe parlementaire, c'est la même situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le développement de cette actualité, le chef de l'État a ordonné que des missions aillent sur le terrain. Le Premier ministre y est allé 2 fois. Je crois que ça n'a pas donné grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même un rapport. Peut-être la dernière mission avait
était un peu plus sereine. Et nous attendons toujours les propositions. Mais l'événement heureux que nous pouvons féliciter, c'est cette arrivée de Mme Scotland, de la secrétaire générale du Commonwealth, alors, qui est concernée par cette question. Oui, on va y revenir précisément. Mais je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que finalement on n'attend pas trop du chef de l'État? Est-ce que vous nous expliquez que le chef de l'État le chef d'État a dessiné les contours d'un dialogue, mais on a le sentiment quand même qu'on est comme tétanisé. Non, on regarde le chef d'État, on attend, peut-être il fallu que le chef d'État indiqua qu'il fallait inscrire la question au débat. Le chef de l'État est un démocrate. Il ne faut pas que les gens enlèvent le rêve. Je me rappelle encore, j'ai près de 60 ans aujourd'hui, mais quand j'étais à l'université, j'avais une vingtaine d'années, et je crois qu'on rêvait de la démocratie. Et l'État unique ne donnait pas lieu à des réflexions, à des discussions démocratiques. Donc le fait qu'en 1982, on ait eu un démocrate, quelqu'un qui a choisi de mettre en place un État démocratique, est un rêve que beaucoup de gens veulent briser, mais qui ne peut pas être brisé, surtout pour des gens qui sont un peu des forcenés comme nous. Donc je préfère être comme Don Quichotte qui se bat, ou alors comme Sisyphe qui monte avec sa pierre, en espérant qu'un jour. Mais il faut que tu sois un homme convaincu de tes principes et de tes choix. Donc j'ai choisi, pour moi, pour le libéralisme communautaire était un livre de chevet. Donc en adhérant au RDPC, j'ai choisi d'appliquer tout ce qui y était, c'est-à-dire une société de démocratie et une société de rigueur, de moralisation. Et c'est ce qui a donné naissance à cette politique du renouveau national. Alors j'ai l'impression que certains parlent du renouveau en termes de slogan. Et ils vident le contenu du renouveau national. Il faut qu'on revisite cela. Parce que c'est tout ça, l'ensemble de ça qui constitue la vision. Un chef d'État ne peut pas gouverner sans une vision. Donc il a mis toute sa vision là-dedans. Et cette vision doit lui avoir été inspirée, disons, du Saint-Esprit, pour qu'il la mette, parce que, en fait, c'est pour ça que c'est bien, lorsqu'on est élu, vous savez, on reçoit une onction. Et lorsqu'on est élu et qu'on connaît sa mission, c'est-à-dire le chef d'État qui a dit qu'il doit amener son peuple à la postérité, il sait que c'est une lourde charge. Donc il devrait mettre sur pied une philosophie, une politique qui l'amène à répondre aux besoins de ces populations. Et les besoins sont tellement... sera un État parfait. Mais il faut qu'on fasse le maximum pour essayer de résoudre le minimum de problèmes. Et c'est dans cette logique que nous allons. Tu sais, on est passé là, le renouveau national, après on est parti dans les grandes ambitions. C'est toujours une inspiration de la vision, pour prolonger la vision. On est parti dans la politique des grandes réalisations. Et c'est toujours la poursuite de la vision. Et seulement, aujourd'hui, on est confronté à un problème, c'est qu'il a aussi demandé que les grandes réalisations soient des grandes réussites. C'est à ce niveau que se posent aussi des problèmes. Alors, donc, à l'Assemblée nationale, on aurait pu aller à la suite du chef d'État, organiser un débat sur la question anglophone. Voilà. Et la solution, on n'en serait pas là. D'abord, on aurait envoyé un signal très fort aux populations, que l'Assemblée nationale, que le Parlement s'occupe des préoccupations nationales et que nous occupons de l'intérêt général. Et que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest font partie intégrante du Cameroun. Donc, et ce message-là aurait été très fort. On aurait même encore pu utiliser un autre moyen juridique qui est celui de la convocation du Congrès du Parlement, qui réunit les deux chambres, et sur ordre du chef de l'État. Et comme je le disais tout à l'heure, l'avantage c'est que le message il est clair, ne touchez pas à la forme de l'État, mais apportez-moi des exercices de dialogue entre vous au niveau du Parlement, puisque vous êtes de toutes les régions. Ça aurait été assez dense, mais on aurait fait une synthèse qui aurait pu faire en sorte que le chef d'État n'ait pas sur sa table rien que l'avis de l'exécutif. Puisque si l'exécutif est déficitaire au niveau de la résolution des problèmes, si l'exécutif présente des lacunes, par exemple au niveau de la réussite d'un bon dialogue,
il aurait... Et ce Parlement est majoritairement acquis à la cause du RDPC. Donc voilà, si on nous refuse même à nous, qui sommes majoritaires, de dialoguer et d'apporter notre contribution au chef de l'État, ça pose un problème. Alors, dans ces conditions, le budget a été adopté, comme on l'a vu. De façon Est-ce cavalière. que cela est digne? Est-ce que vous estimez que c'était la meilleure manière d'adopter le budget 2018? Je crois que même le chef de l'État n'est pas fier de cette façon d'adopter. Et je dis que on pouvait aller, c'est un légaliste, on pouvait aller utiliser d'autres moyens pour... faire notre travail, parce que là, nous n'avons pas fait notre travail. Alors, 4 513 milliards, budget du Cameroun 2018, il est réaliste? Est-ce que vous pensez que les objectifs peuvent être atteints? Lutte contre la pauvreté, on va aller vers l'émergence en 2035, ou alors les questions de décentralisation et de développement tout court? Est-ce que le budget répond? Par rapport aux priorités, ce budget devait effectivement répondre aux besoins de décentralisation. Et c'est à ce niveau que je regrette qu'au déclenchement de cette crise anglophone, on n'ait pas pris sur nous d'organiser les élections régionales. Puisque en mettant sur pied les conseils régionaux, nous savons quel est l'impact de ces conseils régionaux. Alors, nous qui voyageons, le gouvernement voyage, les agents de l'État voyagent, on sait, moi j'ai fréquenté la région de Poitou-Charentes, c'est Ségolène Royal qui est présidente du conseil régional. Elle a fait preuve d'un dynamisme aujourd'hui, même si elle n'est pas présidente, mais en tant que ministre, en tant que présidente du conseil régional, elle, au niveau même de l'écologie, elle a développé toute cette région. Il y a d'autres régions comme ça. Donc, à la base. Et les élus à la base ont un sentiment de redevance et de redevabilité vis-à-vis de leur population. Je doute fort que lorsque les États des comptes de la CONAC ou bien de l'ANIF ou alors du contrôle supérieur de l'État ne font pas d'une distraction annuelle de pratiquement 300 milliards, si on confiait 30 milliards à chaque conseil régional, ces personnes qui allaient se sentir redevables vis-à-vis de leur population, allaient se mettre à détourner cet argent, puisqu'elles savaient qu'elles allaient être démises le moment venu par les populations. Et vous voyez qu'on allait décentraliser le problème. Je ne vois pas comment les populations de Bamenda ou bien de Boya, ou de toutes les deux régions, ayant des conseils régionaux qui fonctionnent, qui sont financés, n'allez pas s'accrocher au coût des gestionnaires au niveau de la région et venir faire des revendications, par exemple, au niveau du Premier ministère. Vous comprenez? Donc, et même si elle venait au niveau du Premier ministère, ça allait être une initiative pour venir accuser les mauvais gestionnaires au niveau local. Et on allait demander des comptes à ces mauvais gestionnaires. Donc, il faut que l'État décentralise ces problèmes. La décentralisation, là, ce n'est pas seulement se délester des fonds, des moyens, et tout, c'est aussi une décharge au niveau des problèmes à résoudre, au niveau central. Donc maintenant, la conséquence aussi, c'est que ce qui déplaît aux populations et ce qui déplaît aux élus, c'est qu'à répétition, le chef de l'État a beau parler de rigueur et de moralisation, de l'opération épervier même propre, mais on a l'impression que plus les années passent, plus les gens ne font que renforcer. Et malheureusement, ce qui a fait l'objet effectivement de ma révolte lors de l'adoption du code pénal, où il était question de conférer une immunité de fonction au ministre, c'était qu'on on courait pratiquement à la dérive. Parce qu'il y a une seule institution qui allait fonctionner, c'est l'exécutif. Cette loi allait neutraliser et le judiciaire et le Parlement. On allait avoir quel moyen de contrôle. Donc, je pense qu'il y a des dérives comme ça qu'il ne faut pas... C'était même un crime pour moi que l'exécutif pense un seul instant à organiser ça, avec toutes les affaires pendantes devant les juridictions. Donc, moi, je trouve que c'était criminel. Et c'est pour ça que
même en solo, solitaire. Oui. Vous avez été moi, j'ai été que le chef de l'État ait écouté au moins cette petite voix qui sortait et qui aurait pu être étouffée. Donc ce n'est pas pour être une vedette ou bien pour... j'étais quelque part, avant d'être député, j'étais quand même quelque part, je travaillais discrètement et je ne prenais pas la parole en public. D'abord, je n'ai pas souvent aimé la prendre. Mais le problème, c'est que je me suis revêtu d'un nouveau manteau, qui est celui de parlementaire. Et je vois comment les populations font des réclamations sur le terrain. Ces revendications, même la région du Sud, nous en sommes habitués, surtout chez moi, au niveau de l'océan. Vous avez vu au niveau des populations par rapport au port, vous avez vu le 6 novembre 2010 à Comdeu, où les routes étaient pratiquement barrées. On nous a empêchés de tenir un meeting. Mais pour venir réprimander les populations. C'est comme ça qu'on vit dans un État. Donc nous, les élites, nous devons être aussi des courroies de transmission, mais aussi des acteurs d'apaisement. Vous faites là un parallèle avec la crise anglophone. Oui, bien sûr. Vous dites que vous entendez par là que les élites auraient mieux pu s'y prendre dans la crise anglophone pour adresser les problèmes. Oui, parce que quand vous voyez les images, vous avez vu les images d'un confrère d'une télévision, c'était des images terribles, où on pouvait avoir peur de sa vie, pour sa vie. Mais je dis que depuis 2010 jusqu'à 2017, ça fait combien? 7 ans. 7 ans. Et les revendications pour lesquelles les populations étaient en colère, les problèmes ne sont pas complètement résolus. Mais aujourd'hui, elles ont quand même l'espoir. Parce que la route à Comdeu, Kribi, et Bolova, Kribi par à Comdeu, vient de faire l'objet d'un MOU. Donc ça veut dire que la patience a payé et la conciliation entre l'élite et la haute hiérarchie, c'est très bien comment l'élite s'est investie, on se sacrifie pour aller dialoguer avec les populations, à payer. Si bien qu'aujourd'hui, si on pose la première pierre de cette route, ce sera un long chemin qu'on aura parcouru, mais l'élite aura joué un grand rôle. Donc, alors je ne peux pas penser un seul instant que des revendications qui couvaient au niveau du nord-ouest et du sud, même si elles ont pris d'abord la forme de corporatistes au niveau des avocats et des enseignants, ils avaient parfaitement raison. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Le chef de l'État a d'ailleurs créé la Commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme, et ce qui est une grande chose. Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'importance de cette commission. Pourquoi? Parce que il ne faut pas renier notre histoire. L'anglophonie, Société des Nations, depuis pratiquement un siècle, nous a formaté tel que on ne peut pas se départir de cela. Absolument. On ne peut pas le faire. On ne peut pas se considérer comme l'État sénégalais, où il n'y a pas plusieurs patois, il y a peut-être trois langues. Donc ils ont convenu de façon consensuelle que tout le monde doit parler le Wolof. Et ça se parle à la télévision. Et partout. On ne peut pas le faire comme en RDC où tout le monde parle le Lingala. Et ou bien en Centrafrique, on parle le Sango. Donc on ne peut pas le faire. Pour le faire, il faut maintenant qu'il y ait une résolution pour que dans les 230 ethnies ou bien 250 que nous avons, qu'on puisse choisir. Qu'on puisse choisir. Imaginez-vous, qu'on vous dise, monsieur Zogo, aujourd'hui, que le centre à lui seul doit choisir une langue vernaculaire. Les Bassa vont céder. Les Étones vont céder. Même entre les Étones et les Ewondo, qui sont des bêtis, il y aura un problème. Et les Manguissa. Donc, il faut dire que c'est des missions impossibles. Le français et l'anglais sont venus sauver une situation. Parce que nous ayant été imposés, nous avons ça comme des langues de ralliement, sans enlever toutefois notre appartenance à une nation. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas parce que je suis francophone ou anglophone que je ne peux pas aller dialoguer avec un Bassa, avec un nordiste. Moi, j'ai fréquenté au nord, avec les Fulbé, les Mundans. Mon professeur était un Gizgi. Et il est même, d'ailleurs, mon collègue à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il est tellement fier de cela, mon professeur de philosophie, l'honorable Boulou Gizi. Et j'ai eu cette chance
de cette mitigation, c'est-à-dire de cette dans toute la République, sauf peut-être à l'Est. Oui. Mais j'ai découvert l'Est en étant député à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc je crois que ce round-up-là devrait bénéficier, et c'est pour ça que l'État encourageait les fonctionnaires à aller partout. Tout à fait. Ça les imprégnait, eux, mais ça imprégnait aussi leurs enfants. Or, aujourd'hui, lorsque les gens se sont accrochés à des intérêts matériels, c'est-à-dire on sait que ce sont les capitales comme Douala et Yaoundé, où les affaires se traitent. Il y a un problème. Donc, il y a des enfants qui vont être fréquentés à Yaoundé, à Douala, et ils savent qu'ils vont faire le concours des écoles pour travailler aussi à Yaoundé et à Douala. Lorsque vous allez leur dire d'aller au nord, ou dans l'extrême nord, ou dans le sud profond, ou dans les régions comme Akwaya, ils ne vont pas partir. Et ça, ce n'est pas une culture d'intégration où on fait prévaloir le multiculturalisme et le multibilinguisme. Moi, je suis fier d'appartenir à cette communauté de nations où je peux parler le français et l'anglais à l'extérieur, et le Cameroun a cette identité que l'on doit promouvoir. Voilà. Mais, honorable, le problème anglophone, lui, il persiste. Il y a quand même l'exacerbation de la tension sur le terrain. On est passé à une autre dimension, cette fois-là, assassinat des hommes en tenue, des éléments des forces de défense. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette situation? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on en soit arrivé là, à cette je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant. Mais la question aussi que je me pose, c'est que est-ce que si on avait pris un rythme d'accélération, de résoudre les problèmes des enseignants et des avocats anglophones en 3 mois, par exemple, ou en 6 mois, est-ce que on a des solutions qui venaient du gouvernement? Je pense très bien que ça aurait été une occasion pour l'exécutif de se prévaloir. Comme on dit souvent dans la Bible, on demande qu'on puisse mettre des charbons ardents sur la tête de l'ennemi. Donc, on aurait pu résoudre ces problèmes des syndicats si maintenant les revendications ambazoniennes surgissaient. Ça allait être un autre problème. Et qu'on allait devoir traiter autrement les avocats et les enseignants qui avaient vu leur problème résolu. Mais ça, ils allaient être dans un état d'esprit de pouvoir dire aux ambazoniens que ce n'est pas notre combat. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas notre combat. Ça, c'est un autre combat. La sécession, ce n'est pas notre programme. Mais on n'a résolu aucun problème, ce qui a conduit en octobre, novembre, à une exacerbation où il y a eu, d'ailleurs, on a vu des violences sur le terrain, sur les étudiants et autres. Et l'arrestation des leaders. Donc, ça a été un mauvais choix. Le dialogue inclusif et raisonnable et objectif devait pouvoir atténuer les effets négatifs de cette crise. On n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, comme on attend toujours que c'est le chef d'État, de l'État qui intervienne, je ne sais pas quelle est la responsabilité. Lorsqu'on signe les décrets, que ce soit le gouvernement ou les ministres, je pense très bien que la responsabilité revient. Le chef de l'État ne peut pas être partout à la fois. Et je suis désolé parce que c'est un manquement au devoir de résultat que de toujours. C'est le chef de l'État qui a donné une instruction. Lorsqu'on vous a déjà nommé, vous avez déjà une instruction générale. Et vous avez votre feuille de route. Maintenant, le chef de l'État, lui qui est le premier élu, attend que vous apportiez des résultats sur le terrain. Si on prend le problème, par exemple, de l'eau ou de l'électricité, est-ce que vous allez demander que ce soit le chef d'État qui rende compte aux populations? Or, lorsqu'il n'y a pas d'eau, comme en ce moment, les populations se retournent vers le chef de l'État qui est leur élu. Parce que ceux qui sont nommés ne sont pas leurs élus. Voilà le problème. Donc, ils reçoivent délégation. Voilà donc la responsabilité que l'exécutif doit savoir qu'elle porte. C'est-à-dire, elle doit porter le fardeau du chef de l'État qui est le premier élu et qui a un programme. Eux, ils n'ont pas de programme. Est-ce que
ils ont vraiment cet esprit d'abnégation, au point de pouvoir se poser la question si ils peuvent faire en sorte que les populations ne soient pas fâchées contre leur premier élu. Ce que nous remarquons de plus en plus, c'est que la question, c'est non. Et il y a un facteur désagréable, c'est celui de l'intéressement des gens à l'argent, plus qu'à la satisfaction d'un mandat que le chef de l'État a pris au niveau de ses populations. Voilà. Et maintenant, au niveau de la question, l'évolution de la question anglophone, nous pensons que nous pouvons prier Dieu, qu'avec l'arrivée de la secrétaire générale du Commonwealth, qui est une voix autorisée et qui a rencontré le Premier ministre du gouvernement, qui a rencontré le ministre des Relations extérieures et qui a rencontré le chef d'État, je suis très sûr, sans être voyant, que c'est le chef d'État qui a pu accorder pour rencontrer les forces vives. Elle a rencontré les chefs traditionnels, elle a rencontré la société civile, elle a rencontré certainement les élus. Déjà, elle avait commencé ici, puisque le principal parti d'opposition, qui est représenté par M. Foundi, a été reçu. Un candidat à l'élection, qui est anglophone, M. Maître Akeremouna, a été reçu, ce qui donne une crédibilité à cette visite du secrétaire général du Commonwealth. Et comme je sais que tout est organisé et que le président, c'est une personne organisée, cette personnalité influente ne va pas partir sans laisser un rapport. Vous qui êtes des journalistes, j'espère bien que vous allez avoir la primeur de ces sentiments. Et ce rapport aidera mieux le chef de l'État à se prononcer. Et comme certainement le rapport des députés qui auraient pu descendre sur le terrain aurait mieux apporté une autre tonalité au rapport qui a été déposé par l'exécutif. Alors, nous avons un morceau choisi d'Akole Daïsala, président du MDR, Mouvement pour la Défense de la République, qui est d'ailleurs représenté à l'Assemblée nationale où vous siégez, qui, au sortir de son entretien avec Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, a dit que le président Paul Biya était otage de son entourage, qui n'écoute pas les gens, qu'on lui fait entendre un seul son de cloche et que c'est l'une des clés de la crise anglophone aujourd'hui. Est-ce que vous avez le même sentiment? Est-ce que le président de la République a les bons rapports sur ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'on lui dit exactement ce qu'il faudrait lui dire? Ou alors la frange sécurocrate a emporté la bataille à côté du chef de l'État? Je pense pouvoir être d'avis avec le sénateur d'Akole Daïsala, qui a d'ailleurs été priorité présidentielle. Il est mon aîné en âge et certainement en sagesse. Mais pour dire que le contour du développement de cette crise montre bien que les rapports qui ont été adressés au chef de l'État ne doivent pas être complets. Donc il y a une part de vérité qui est certainement cachée. Déjà au niveau de la minoration des intervenants. Vous avez vu, on a pratiquement martyrisé les responsables des syndicats. Ils ont été arrêtés. On aurait dû leur laisser la possibilité d'aller jusqu'au bout, découvrir donc s'ils sont effectivement des sécessionnistes ou alors s'ils voulaient vraiment qu'on puisse résoudre les problèmes jusqu'au bout. Et c'est le chef de l'État qui avait la possibilité de le faire. Maintenant, si les gens ont attisé les tensions au point d'organiser des violences pour que elles s'établissent, le chef de l'État a pris ses responsabilités parce qu'il est garant de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire. Donc voilà ce qui se passe. Donc moi je suis très sûr que tel que cela se passe au niveau de nos élites, une personne qui est en position de pouvoir ne veut jamais que le chef de l'État ait l'impression qu'elle est en difficulté dans sa région. Et elle n'a pas cette humilité et elle voudra toujours se dire qu'elle peut résoudre le problème. Et finalement, lorsqu'elle ne peut pas résoudre le problème, elle va utiliser la force. Donc, en fait, c'est ça, c'est mon sentiment personnel. Alors, Patricia Scotland, il y a cette visite de Boya que vous avez évoquée et vous avez salué le fait que le Commonwealth puisse être un acteur déterminant. Mais quand même,
il reste le dialogue sur cette question de la crise anglophone. On ne sait pas très bien. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, a dit qu'il fallait également dialoguer. Elle s'est même proposée d'être médiatrice. Et voici aussi la secrétaire générale du Commonwealth qui dit qu'elle a reçu de tous les partis politiques une demande pour qu'il y ait un dialogue sur les questions du Cameroun. Mais est-ce que ce dialogue, est-ce qu'on comprend cela de la même manière d'un côté comme de l'autre, et puis du côté du palais et du côté de ceux qui parlent du dialogue? Est-ce qu'on parle le même langage finalement? Justement, je crois que le même langage n'est pas parlé, parce que j'ai discuté avec Maître Nicoral, qui est membre de la commission. Oui, c'est un monsieur très positif. Oui. Et qui m'a donné toute son appréciation par rapport à mes interventions, pour dire qu'il y a des acteurs dans la société civile, il y a des acteurs au Parlement, c'est-à-dire qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, francophones ou anglophones, qui sont avides de vouloir accompagner ce dialogue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste l'organiser. Oui. Mais c'est un peu comme si on ne voulait pas que l'autre voix se fasse entendre. Qu'est-ce que vous dites de ces missions de 3 ou 4 personnalités qui sont allées à l'étranger? Je n'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Pour que dans les ambassades, au lieu que le drapeau national vert ou jaune puisse flotter, comme il en avait l'habitude, il soit remplacé par un drapeau bleu-blanc représentant un État fantôme, un État fictif. Ça, c'est des choses, des images incroyables que je n'arrive pas à digérer jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, un budget éloquent a été débloqué, près de 130 millions pour 4 personnes. C'est quand même assez... Imaginez que pour les 2 régions, on ait dépêché 2 délégations de députés et de maires. Je pense au maire de Boya, l'ancien maire de Boya, qui est aussi sénateur, l'autre, Mbela Moki. C'est une personne assez positive. Donc, le sénateur Peter Mafanu Moussonga. Donc, je crois qu'on aurait pu dépenser moins pour une délégation de parlementaires, pour un meilleur résultat que ce que nous avons eu jusqu'à présent. C'est une question de choix. C'est une question d'implication des uns et des autres. Et c'est regrettable. La crise anglophone devient aussi un fonds de commerce pour certains. Mais apparemment, moi j'ai vu une image assez rocambolesque, c'est-à-dire nous avons, vous savez, aujourd'hui rien ne se cache sur le net. Oui. On nous a fait, lorsque le président et la présidente étaient à New York, oui, on nous a fait part de peut-être 8 associations qui auraient émergé au niveau des ambassades pour percevoir une somme de plus de 18 000 $. C'est quand même assez énorme pour mobiliser. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez vu devant cet hôtel? On a vu une trentaine ou une quarantaine de personnes qui portaient le drapeau vert ou jaune du Cameroun. Et en face, une population de près de 800 personnes qui avaient un drapeau illégal et qui faisait plus de bruit que nous. Donc vous voyez comment les gens... C'est-à-dire que vraiment l'intérêt national n'est pas là. Et ceux qui sont censés, qui disent, qui proclament avec les lèvres, qui soutiennent le chef de l'État, je suis désolé, la nature est en train de les dévoiler au fur et à mesure. Ça, c'est des images qui ne sont pas plaisantes. Elles ne sont pas plaisantes. Donc, il faut que les gens sachent que la Bible dit quoi? Qu'on ne peut pas servir de Dieu. Absolument. Vous ne pouvez pas servir Mammon et servir le roi. Okay. Et lorsque le Dieu de l'argent vous prend la tête, vous allez arriver au point où vous allez l'adorer. Vous allez oublier les intérêts du peuple. Et ça va se faire comme cela se fait aujourd'hui. La société camerounaise est en train d'être envahie par une minorité de personnes qui sont en train de développer une gangrène qu'il faut couper et qu'il faut soigner. Et donc vous pensez que la crise anglophone est le terreau effectivement de ce genre de comportement aujourd'hui, puisque on entend aussi... Les anglophones ont quelque chose de particulier. Leur culture leur a appris la notion de la comptabilité, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte. Mais nous, les francophones,
au niveau même de l'organisation étatique. Vous voyez aujourd'hui, il y a le sacré principe de la tolérance administrative. Comment est-ce qu'on peut admettre un principe comme ça dans un état de droit? C'est complètement aberrant. Et c'est pour ça que vous voyez le désordre urbain. Les gens construisent n'importe où, sans titre foncier, dont ils ne respectent pas la loi. Lorsqu'on vient les détruire, on dit que le RDPC, le président a fait ceci. Et vous voyez un peu. Alors, qui sont les responsables à ce moment? Ceux qui ne garantissent pas le respect de la loi ou alors ceux qui violent la loi. Vous allez voir les établissements scolaires. C'est scandaleux. On vous parle de 6500 établissements clandestins dans un État organisé. Est-ce qu'on doit permettre qu'il y ait la clandestinité dans ce qui représente le socle même de la nation, c'est-à-dire la culture, l'éducation? Vous allez voir au niveau des centres de santé. On a l'impression qu'on veut rendre marchandable tout dans la République. Même la santé. Quelqu'un se lève un beau matin et dit « je veux créer un centre de santé ». Il n'y a pas de compétences nécessaires. On va se retrouver dans un lieu où, entre quatre murs, on va commencer à charcuter les gens avant que l'État ne s'en aperçoive. Accepter que le gouvernement puisse dire qu'on va faire comment? Les mototaxis. Vous voyez la criminalité au niveau des mototaxis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire le recensement de ces mototaxis. Il y a des milliers qui n'ont pas de permis de conduire. Des milliers qui ne payent pas les impôts. Est-ce qu'on peut prendre le courage de dire aux gens, voici, les États démocratiques sont les plus organisés et les plus disciplinés. Je ne sais pas pourquoi la démocratie au Cameroun va être la source d'un désordre général. C'est un Sodome et Gomorrhe. Ah oui, c'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est un Sodome et Gomorrhe. Et la sanction ne peut pas se faire attendre, la sanction viendra, Dieu punit. Le moment venu, c'est lui qui est le maître du temps et de la mesure. Il saura très bien le jour où il va parler. Alors, là, nous parlions de la crise anglophone. Nous allons évoquer avec vous, honorable Martin Oyono, maintenant une autre affaire qui fait des vagues dans l'opinion. C'est le concours de l'ENAM, avec notamment les résultats de cet examen, de ce concours, qui ont donné lieu à des tiraillements entre le directeur général de cette institution et le ministre de la fonction publique, la tutelle de cet établissement. Alors, comment avez-vous vécu tout cela? Je dis la représentation même de ce scénario, c'est vraiment de cette scène de théâtre, me rappelle mon frère, mon petit frère Charles Ateba-Aîné, de regretter mémoire. Parce que lorsque j'écoute certains de ces extraits aujourd'hui, c'est comme s'ils collaient à la réalité. Qu'est-ce que l'ENAM? L'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, c'est une école de référence. La fine fleur de la formation de l'esprit des cadres de l'État camerounais. Et où vous aurez des préfets, des sous-préfets, c'est-à-dire toute la territoriale. Nous aurons les inspecteurs des régies financières, la douane, nous aurons les magistrats. Donc, c'est une école qui forme vraiment, en dehors des élus, les grands administrateurs de l'État. Absolument. Ce qui vient de se passer là est inadmissible. Et je le dis dans un autre milieu, qui est celui de mon parti, au ministre en charge de la fonction publique. Même s'il va me garder une dent, vous lui avez dit quoi exactement? Je lui ai dit que vraiment, ils ont fait preuve, pas seulement d'un amateurisme, mais ça c'était pour moi un crime de lèse-majesté. Parce que vous avez vu la gestion de l'État par certains présidents tout autour de nous, le privilège qu'ils accordent à leur progéniture. D'autres sont, les enfants sont vice-présidents de la République, d'autres sont ministres et tout et tout. Le président a eu son fils aîné qui est là, qui se bat dans ce qu'il a appris. Qui est instruit, diplômé qui peut mériter d'être ministre de la République, puisque je sais qu'il y en a des cancres plus que lui. Voilà, il y a des cancres par rapport à M. Franck Biya. Donc, mais il a fait un choix, c'est celui de l'exemplarité. Et c'est là où nous pêchons, nous, les partisans de ce président de la République. On ne triche aucun exemple sur lui. Que ce soit au niveau de la technicité, au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la vision, que ce soit au niveau du comportement personnel.
de sa modestie. Regardez la route qui va de Yaoundé à Saint-Minima. Mais je crois que si c'était l'ancien président, il aurait déjà mis certaines personnes en prison. Mais il est là, il supporte la région, que sa propre région. Donc je ne comprends pas que si le directeur général de l'ENAM, si le ministre de la fonction publique, qui savent très bien que cette école prestigieuse a déjà vu son étoile ternie depuis quelques années, avec des histoires d'achat de places et tout, et puis de favoritisme. Placement, oui, placement des fils des personnalités. Si ils avaient du respect, s'ils avaient la crainte de l'autorité du chef de l'État et de son épouse, et la préservation de la renommée de cette famille, à qui ils doivent tout, ils auraient pu prendre toutes les mesures pour que ce soit une édition, un concours qui se passe dans des conditions sereines, au niveau moral, au niveau intellectuel, au niveau politique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun s'est retranché dans son ego. Chacun a voulu montrer comment il était un grand administrateur, le directeur de l'ENAM d'un côté, sa tutelle de l'autre, pour entacher d'irrégularité cette édition. C'est resté, et ça va rester dans la mémoire des hommes, que ce concours a été fait de façon, géré de façon pratiquement illégale, et que les résultats ne sont pas crédibles. Comme si il fallait absolument que cela soit dévoilé. Vous pouvez vous imaginer que des résultats définitifs qui donnent un mort qui n'a pas composé à l'oral, définitivement admis et major de cette promotion. Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se justifier auprès du chef de l'État? Et quelle est la sanction qui... Vous souhaitez quoi? Vous appelez à ce qu'il soit limogé? Je dis à un certain moment... Il doit être limogé? Je dis, il faut que l'impunité cesse. Ce n'est pas seulement au niveau de ce genre de faute, mais c'est même au niveau des détournements des deniers publics. Et je regrette fortement, je l'ai dit au ministre d'État en garde des Sceaux, qu'il ne peut pas rester indifférent à la non-application de l'article 66 de la Constitution, qui demande aux gestionnaires publics, aux parlementaires, aux personnalités de déclarer leurs biens. Le corollaire de cette déclaration de biens, et cela se fait chez nos voisins, c'est que vous allez être, vous pouvez être susceptible d'être interpellé pour enrichissement illicite. Tout à fait. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, les gens qui construisent des châteaux, qui n'ont jamais été des fils de châtelains ou de rois, je ne sais pas, à part les Lamido, ou bien le roi des Bamoun, je ne vois pas, partout vous allez voir des châteaux aujourd'hui, d'autres qui ont des ponts, ça dit que vous voyez alors que vous êtes un agent de l'État. Autant... Dans la Première République, c'était inexcusable, c'était impardonnable, et ces personnes avaient leur place de choix dans les différentes geôles de cette République. Alors, ils savaient aujourd'hui que des personnes qui ont détourné de l'argent sont libres, c'est-à-dire que des responsables de crimes économiques sont libres. Pendant ce temps, d'autres personnes aussi responsables sont en prison. Et j'estime que c'est une injustice. Autant déclarer une loi d'amnistie, pas pour les criminels de sang, mais pour ces mêmes personnes, car cela donnerait effectivement l'impression que c'est des prisonniers politiques, alors que c'est des prisonniers qui sont des prisonniers économiques. Vous voyez des riches. J'étais un va-nu-pied hier, qui se retrouve en train d'être un grand propriétaire d'une structure de communication, qui est milliardaire, alors qu'on sait très bien que grâce à cette personne, une entreprise publique a failli tomber en faillite, et qu'aujourd'hui, grâce à une loi pratiquement scélérate que nous avons votée malheureusement à l'Assemblée nationale, celle qui excuse un coupable en lui demandant de venir rembourser de l'argent pour être acquitté, j'estime que c'est une loi qui doit être révisée et qu'on doit l'abolir. Sinon, la rigueur et la moralisation ne seront plus qu'un slogan.
creux dans cette nation. Et moi, je suis un disciple forcené de la rigueur et de la moralisation. Oui. Parce que nous avons une jeunesse à qui nous devons donner un espoir. Regardez le nombre de jeunes aujourd'hui que nous voyons lorsque nous allons au défilé du 20 mai, au défilé du 11 février. Le souci de l'élu que je suis, c'est de me poser la question, où est-ce qu'on les mettra? Donc peut-être que je vais me référer à la parole de Dieu qui dit que s'il réussit même à nourrir les oiseaux du ciel, nous ne devons pas nous en faire. Mais il n'est pas normal que les fortunes de ce pays soient confisquées par une catégorie d'individus. Et dans l'ancien régime, l'ancienne République, il était interdit aux fonctionnaires de faire des affaires parce qu'il y avait délit d'initié. Forcément, on allait privilégier sa famille, on allait privilégier soi-même, c'est toujours la tolérance administrative. Et je crois que le chef de l'État devrait sonner la fin de la récréation. Alors, pour rester sur les NAM, il faut quoi? Est-ce qu'on peut continuer avec les NAM? Nous devons réformer, on doit réformer les NAM. Parce que le danger le plus certain, c'est quoi? C'est que les manœuvres d'enrichissement précoces qui peuvent habiter pratiquement une dizaine d'années. C'est-à-dire lorsque tu sais que tu as dépensé de l'argent pour être admis, lorsque tu sortiras de l'école, tu vas te faire rembourser. Donc tu ne vas pas travailler de façon honnête, tu vas travailler pour marchander ta signature. Font que, en mettant les deux institutions, c'est-à-dire l'école d'administration et l'école de magistrature ensemble, on va faillir dans un avenir très proche au maintien de la séparation de pouvoir. Vous parlez Je voudrais m'expliquer. Oui, tout à fait. Je voudrais m'expliquer. Si on ne délocalise pas une de ces branches, c'est-à-dire qu'on mette vraiment la magistrature à côté, étant donné que c'est des camarades qui vont se frotter. Nous étions à l'université, il y a des couples qui se sont formés. Imaginez-vous que plusieurs couples se forment. Un magistrat, une magistrate et un administrateur civil qui est gestionnaire. Le magistrat qui doit prononcer la loi dans toute sa rigueur, qui se retrouve donc avec un mari qui est administrateur civil, gestionnaire, et qui se met à détourner de l'argent. Mais l'instinct de conservation, de préservation va conditionner le magistrat, même s'il est président du tribunal criminel spécial, de privilégier quand même la préservation de son foyer. Donc voilà, et ça veut dire que comment on appelle là, l'incubation de toutes les ruses de détournement va se passer au niveau de cette jeune personne qui vont former le couple pour pouvoir détourner l'argent, pour pouvoir fonctionner dans un état d'esprit de corruption. Donc, il faut qu'on les sépare. Ça aura au moins le privilège d'avoir des promotions qui sont des magistrats et ils seront imprégnés de la rigueur du magistrat. La loi qui a été votée et ça les évitera de ce frottement aux ambitieux qui sortent de l'administration centrale, qui vont être douaniers, qui vont être inspecteurs des régies, qui vont être tout ce qui va manipuler de l'argent. Donc moi je crois que c'est une réforme qui est très importante de par l'exemple que nous venons de tirer de ce qui s'est passé lors de la dernière édition de l'admission des jeunes étudiants. Est-ce que l'élite est prête à cela? Parce que lorsqu'on parcourt les résultats des concours, on voit quand même des noms, une homonymie qui est quand même assez significative, ressemblante avec les élites de la République. Est-ce que ces gens sont prêts à entendre qu'on fasse des réformes? La question du mérite même aussi au concours de l'ENAM. C'est pour ça que moi je lève dans ma voix et je pleure vers le président de la République. Vous allez encore dire que nous le surchargeons, mais je crois qu'il a la destinée de ce pays. Il faudrait que des questions aussi importantes que les suggestions qui sont bienheureuses comme celle-là. On l'a vu en France, ce n'est pas comme ça. L'école de magistrature n'est pas jumelée à l'école d'administration. Et je crois qu'ils savaient très bien pourquoi ils l'ont fait. Et si nous sommes des personnes qui nous inspirons de la Constitution française ou bien du modèle français, nous devons pouvoir choisir ce qui est bon et qui peut nous préserver des mauvaises surprises. Alors, là, c'était l'ENAM, résultat du concours l'ENAM. Affaire Patrice Nganang.
Honora Martin Oyono. Patrice Ngana, c'est cet écrivain camerounais qui a aussi une autre nationalité américaine, qui a écrit sur son profil Facebook, sur sa page Facebook, il logerait une balle dans la tête du chef d'État s'il avait un fusil. Alors cela lui a valu, à l'heure qu'il est il y a un comité de libération qui a été mis en place qui dit que le Cameroun a reculé sur le plan de liberté. Ça, ce sont des partisans de Patrice Ngana. Mais de l'autre côté, dans les cercles du pouvoir, on dit qu'il faut le garder en prison pour avoir menacé le chef de l'État. Quel commentaire cela vous inspire? Je crois que connaissant un peu comment le chef de l'État réagit, l'affaire Patrice Ngana sera un non-événement. Pourquoi? Parce que depuis l'instauration de la démocratie, il y a eu une libéralisation de la parole. Tout à fait. Il y a, je ne sais pas s'il y a un président qui a fait l'objet de caricatures comme Paul Biya. Je ne sais pas s'il y a un président qui a même, quand vous le disiez, les colonnes des journaux, lorsqu'on critique le fonctionnement de l'État, c'est des termes pratiquement irrévérencieux, insultants. Je suis sûr que si on ne faisait que, si c'était comme dans l'ancienne République où il y avait la police secrète, il y aurait des milliers de personnes comme Patrice Ngana enfermées dans les geôles. Mais le président de la République, dans sa dimension, a pris de la hauteur. Et il a donné un message. Moi, je crois qu'il y a des agitateurs. Il y a des agitations qui veulent être plus royalistes que le roi. Patrice Ngana ne représente aucun danger pour le chef de l'État. Patrice Ngana, en tant que... Moi, c'est même la première fois que j'entends parler de lui, ne peut pas, disons, dans les conditions où nous vivons, ne peut pas être une menace pour le chef de l'État. Alors, quand on l'arrête, ça va aboutir à quoi? Première chose, Maître Arissou a été arrêté dans des conditions. Le voilà qui est libéré. Il y a un autre, Ahmed Abba, a été arrêté. Patrice Ngana, c'est un homme, un Camerounais qui a une nationalité américaine. Et moi, j'ai vu Lydienne, pour des faits bien établis. La France l'a libéré. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit conduire le chef de l'État dans une agitation qui n'est pas qui ne lui sert à rien et qui n'est même pas, qui peut vouloir rendre des personnes qui ne sont pas à sa dimension célèbres. Voilà ce que je me pose comme question. Donc toute cette agitation-là, moi je pense qu'elle est inutile. On devrait plus se concentrer à ce qui peut rehausser l'image du Cameroun. On devrait être un pays qui a dans le sang la rigueur et la moralisation. Vous avez évoqué un budget de 4 500 milliards. Je crois qu'il y a des pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui ont la moitié de ce budget. Et ces personnes, ces pays en ressources propres réalisent des choses formidables. Essayez de voir, aller un peu au Sénégal, demander le montant du budget de l'État sénégalais. Et vous n'allez pas voir un pays très endetté, mais vous allez voir que lorsqu'ils disent qu'ils construisent un aéroport, c'est un aéroport futuriste. Lorsqu'ils disent qu'ils construisent, ils aménagent la corniche, ils font des habitats sociaux, c'est des références. Lorsqu'ils disent qu'ils construisent des routes, des autoroutes, des échangeurs, c'est toujours une référence. Donc alors, à quoi sert notre budget? Si on doit s'endetter pour des choses, moi je pense que, comme je le disais, le plan d'urgence aurait mis aurait donné la part belle à la décentralisation, c'est-à-dire les conseils régionaux, dans le financement de leur élection et dans le financement de leur fonctionnement. Parce que le budget de la CAN, lorsque vous allez analyser tous les stades qu'on a présentés au chef de l'État, qui ont été agréés, c'est-à-dire lorsque vous faites la comparaison avec ce qui se passe à côté, au Gabon, Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement parfois le double ou le triple. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et l'évolution des chantiers aujourd'hui est même en train de nous inquiéter. Elle est en train de nous inquiéter. L'Africa Food, on a parlé de ça, l'irrégularité au niveau de l'élection. Bon, disons, c'est une association internationale, mais l'État a quand même une certaine tutelle sur cet organisme.
pendant que les gens criaient, disaient que ça ne va pas marcher, on se retrouve encore la tête dans l'eau, alors que nous avons de très grands juristes qui auraient pu nous éviter cette débâcle et cette honte. On dirait, comme je l'avais dit une fois au Premier ministre, que nous faisons tout pour aller dans les impasses. Que ce soit au niveau de la Cameco. Aujourd'hui, on n'en parle pas. On ne parle pas de la Cameco. Le ministre des Transports a dit quand même je souhaite le bonheur au à la nouvelle direction générale. Mais l'expérience que j'ai eue lors du lancement du relancement de la Cameco par un voyage que j'avais effectué m'avait déjà laissé présager que ça n'allait pas être une bonne affaire. Le rail, vous avez vu la même chose. Lorsqu'en 88, je prenais pratiquement l'Intercity, c'est déjà un rêve passé. Rêve passé. Mais alors, est-ce qu'on peut, pour des choses dont on a bénéficié et dont on était fier, on était, disons, on était joyeux, Intercity, tu allais à Douala et tu s'étais climatisé, tout ça, est-ce qu'on doit pouvoir être en train de les regretter 20 ans plus tard? Et ça, c'est la faute de certaines personnes qui mettent leur volonté, le programme d'ambition du chef de l'État. Ainsi donc, pour vous, il y a un esprit de sabotage. Il y a un esprit de sabotage. Ça, je voulais me dire, enfin, à un certain moment, j'ai voulu me convaincre que c'était des erreurs. Mais à la fin, comme mon frère Charles Atebeyene, je suis convaincu qu'il y a du sabotage. L'objectif étant? L'objectif étant, peut-être que des gens ont des agendas cachés. Des gens, vous avez vu dans la presse, il y en a qui se déclarent dauphins, ou c'est la presse qui les déclare dauphins. Mais je me pose bien la question s'ils auront, disons, la dimension spirituelle du chef de l'État qui sera parti, parce qu'il y a une onction. Si vous allez en traînant des casseroles, aujourd'hui, le Camerounais sera assez exigeant. Parce que lorsque le chef de l'État prenait le pouvoir en 82, il avait une identité d'un homme de rigueur, un homme d'intégrité, un homme de modestie. Mais aujourd'hui, nous avons des petits roitelets. C'est l'expression qu'il a utilisée lors du congrès extraordinaire du RDPC en 2006, qui se sont formés des petits royaumes. Et cela se déteint sur la gestion du parti dont je suis issu. Parce que quand vous voyez les nominations des chefs de délégation du comité central, et leur manœuvre lors des investitures, c'est toujours un membre du gouvernement ou un directeur général qui est déjà privilégié d'avoir un poste, mais qui a quand même le courage de vouloir proposer sa femme à un poste de président de section, un poste de maire. Si on doit fonctionner comme ça, ça veut dire que le Cameroun sera reparti dans les 10 régions entre quelques familles de privilégiés. Et je ne pense pas que Dieu va permettre que cela puisse se passer. Alors, et sur le terrain, il remonte la comté. Moi, j'ai eu la chance de venir à l'Assemblée nationale en 2007, après les épreuves des primaires. C'est-à-dire, c'est face aux populations qu'on s'était présenté, et le peuple nous a choisis avant que le parti dont nous prenne le relais de l'investiture et nous présente aux populations. Mais il semble que pour votre réélection, ça a été plutôt difficile. On vous a mis les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, le président national veille quand même sur un certain nombre de candidatures. Donc, vous ne pouvez pas travailler avec abnégation comme nous le faisons, moi et certains de mes collègues. Pratiquement, vous êtes délestés de vos biens. Moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'étais déjà chef d'entreprise. Mais je ne me rappelle pas avoir construit même un studio depuis 2007 jusqu'à nos jours, parce que je me déleste pratiquement de toute la dîme comme on me donne à l'Assemblée nationale, que ce soit en matière de micro-projets. Les micro-projets, ce n'est pas pour alimenter le parti, mais si vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez constater que le député de l'Océan a pratiquement compétence sur 9 arrondissements. Alors, ces 9 arrondissements, j'ai fait la tournée où j'ai dépensé de l'argent, c'est-à-dire j'ai créé des micro-projets de moto-taxi
Chaque section a reçu 3 motos et ils ont reçu de l'argent pour des micro-projets agricoles, agro-pastoraux. C'est un budget de pratiquement 3 millions par section. Quand vous multipliez par 8 déjà, ça fait combien? Ça fait 24 millions. Il y a une dernière section, celle de chez moi, que je dois visiter bientôt. Donc ça, ce n'est pas l'argent de l'Assemblée nationale. Absolument. Je suis allé avec les agents de l'Assemblée nationale, j'ai équipé les hôpitaux de chez moi, au moins 8 hôpitaux. 1 million, ça vaut quoi? Ça fait l'argent de tout un mandat. Absolument. Pour les États-Unis, 5 millions pour par les 8. Donc, je crois que c'est notre rôle de dépenser comme ça pour aider le président de la République. C'est ce que nous devons faire comme accompagnement. Ça ne nous vaut pas beaucoup de faveurs de ce que nous dénonçons en matière de corruption. Parce que je peux vous dire que dans le domaine où j'exerce, il y a même des mots d'ordre qui sont donnés au téléphone pour ne pas favoriser l'éclosion de mes affaires. Mais moi, j'ai fait un choix et je m'en tire très bien, surtout au niveau psychologique, au niveau spirituel. Comment pensez-vous qu'on vous perçoit aujourd'hui au RDPC? Comme un empêcheur de tourner en rond? Non, j'ai le témoignage non seulement de certains frères des camarades ministres qui m'encouragent, qui disent que c'est des choses que peut-être ils ne peuvent pas dire, que je dis. Donc au niveau des populations, je suis la voix des sans-voix et je le fais de façon désintéressée, matériellement, mais je le fais de façon intéressée spirituellement et psychologiquement parce que je défends une ligne politique. Je défends une idéologie politique. C'est ça les idéologues. Et je porte le nom d'un grand idéologue qu'on appelait Martin Luther King. Et ça, c'est mon inspirateur. Je ne suis plus au moment de la libération, des libertés et de l'affranchissement de l'esclavage, mais je suis à l'ère de la proclamation de la parole de justice. Et c'est la justice qui fait évoluer une nation. Alors, vous citez beaucoup le chef de l'État. Il est d'ailleurs, quand on vous entend, l'une de vos références. Et vous avez quel type de relation avec le président de la République? Il est votre, je ne vais pas dire ami, mais... Non, il n'est pas votre ami. Nous ne sommes pas d'abord, nous ne sommes pas des congénères. Oui, tout à fait. Je peux être son fils. Oui. Nous ne sommes pas des congénères. Je suis un militant de son parti. Tout à fait. Et je suis un élu de son parti. Et disons, dans le cœur, je suis de la région du sud natal du chef de l'État. Et quel que soit le cas, vous n'allez pas m'empêcher d'avoir gardé ces idéaux qu'il m'a fait miroiter lorsque j'étais étudiant. Et je pense que ces idéaux, je les transmets à mes enfants. C'est ça. Vous voyez, quand vous entrez dans la parole de Dieu, ce que Dieu reproche à ses enfants, le peuple qu'il a choisi, c'était quoi? C'était la rébellion. C'est-à-dire, voici la vision, voilà la parole que je vous ai donnée. Faites-en bon usage, respectez les règles et vous serez des enfants bénis. Mais nous, aujourd'hui, si on respectait la vision du chef de l'État, qui est la rigueur, parce que c'est là où tout est foiré. Si on respectait la vision de la rigueur et la moralisation, on serait béni. Moi, là où je suis convaincu que je suis béni parce que mon comportement fait en sorte que malgré les privations de ces choses de la terre, c'est-à-dire que les biens matériels, l'argent et autres, dont je ne me rends pas esclave, j'ai une satisfaction morale, j'ai une paix intérieure que seul l'Esprit Saint me donne. Vous avez rencontré le chef de l'État quand même, hein? Oui, nous l'avons rencontré avec les autres députés, c'était à Ibolova. Lors du comice. Lors du comice agro-pastoral, et ça a été une belle rencontre. Et je suis désolé pour mes détracteurs, c'est que j'étais témoin avec mes autres collègues. Pendant que nous voulons jouer au flagonneur, dit seulement au chef de l'État, oui, merci pour le comice et tout. Mais le chef de l'État a ouvert une brèche dans laquelle nous sommes engouffrés et d'une audience de 15 minutes. Dans le protocole, l'État est venu 2 fois, il leur a dit non, attendez. Donc, ce qui veut dire qu'il suit certainement l'activité parlementaire. Il suit, lorsqu'il a le temps, nos interventions au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des questions importantes. Et je crois que c'est à partir de là qu'il se fait une idée de qui est qui au niveau du Parlement ou bien au niveau de l'administration.
Alors, Martin Oyono, nous allons nous acheminer vers la sortie de cet entretien. Évoquons les perspectives de l'année 2018. Comment voyez-vous cette année? Elle vous paraît positive? Elle s'annonce bien? Ou alors vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous n'êtes pas d'un optimisme inquiet, pour reprendre une formule de Pierre Bérégovoy à l'époque? Je suis très optimiste par rapport à l'avenir parce que je suis croyant et je sais que le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Donc nous avons beaucoup d'échéances électorales. Et s'il y avait une échéance qu'il fallait privilégier, je commencerai par, comme je l'ai dit tantôt, je ne cesserai de le répéter, les conseils régionaux. Ils ne nous coûtent pas cher. Et c'est une élection qui se passe au niveau des conseils municipaux. Et ce serait une très grande satisfaction pour toutes les populations du Cameroun, y compris le nord-ouest et le sud-ouest. Après ces élections, ce serait l'élection présidentielle. Les autres élections, que ce soit législative ou municipale, il faut qu'on sache que ça risque d'être très difficile avec les foyers de tension et d'insécurité. Nous n'allons pas mobiliser toute l'armée pour aller dans le nord-ouest, au sud-ouest, ou bien à Moura, Maroua et autres, ou aller dans l'est. On ne peut pas le faire. Donc il faudrait que nous entrions vraiment dans la brèche de ce dialogue qui peut rouler dans de très bonnes conditions. Mais s'il y a un vœu que j'aimais, c'est que finalement, cette échéance, si jamais le président national du RDPC, de mon parti, le veut bien, s'il veut se présenter, il faudrait déjà qu'on passe par des actes forts. Est-ce que vous pensez qu'il devrait se représenter? Je ne peux pas avoir son agenda. Je crois que quelqu'un n'aurait pas pu poser cette question à l'ancien président Amadou Ahidjo. Oui, mais on n'y est plus, c'est plus la même époque. Je ne suis pas son conseiller, mais je crois que spirituellement, je prie pour que le Seigneur le conseille. Il serait son meilleur conseiller. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas être porteurs de malchance. On ne doit pas être porteurs de malédiction et de péché lorsque le président ou le RDPC voudrait aller se présenter. Il faudrait vraiment que les populations aient confiance aux personnes qui viendront battre campagne pour le RDPC. Il faudrait nettoyer. C'est-à-dire il faut nettoyer. Et c'est le Congrès qui vous paraît à même le Congrès me paraît, ça va faire les états généraux. Si on nous permet de parler, on va parler directement au président national et il saura quel est l'état général de notre parti. Parce que lui, Aïbolova nous a dit que nous devons faire en sorte que le RDPC reste au pouvoir, mais ce n'est pas par tous les moyens. Il faut qu'il reste au pouvoir avec un objectif, avec une idéologie qu'il défend. Nous ne pouvons pas penser un RDPC qui va en dehors de l'idéal du renouveau national. Donc voilà un peu là où nous situons. Donc, il peut être élu s'il y a des personnes honnêtes qui sont envoyées sur le terrain, ou parce qu'elles vont refléter l'esprit de rigueur et de moralisation. L'argent de l'État ne sera plus détourné par une minorité qui ne pense pas à leur bonheur. Et ce sera un message très fort qui vraiment apporterait même de la bénédiction au niveau de la prochaine République que nous voulons dessiner. Alors, mais quand même, vous dites que le Congrès devrait être une sorte d'état généraux, des états généraux pour le RDPC, mais est-ce que vous êtes aussi conscient que ce Congrès pourrait ne pas se tenir, parce que le bureau politique a prorogé le mandat du chef d'État? Ce ne sont que des suggestions. Oui. Ce sont des suggestions. Mais ça ne vous générerait pas qu'il n'y ait pas ce Congrès? Le président est souverain. Lorsque nous faisons des suggestions, c'est que nous prions pour qu'il nous écoute. Et dans sa sagesse, dans son expérience, il prend les décisions qui lui conviennent. Moi, sincèrement, si j'avais à parler avec lui en direct, c'est ce que je lui dirais. Vous sollicitez une audience là? Non, je ne sollicite pas d'audience. Mais si le besoin se faisait entendre, je dirais ce que je suis en train de dire ici. C'est après cette audience que vous semblez refuser que nous allons avec le chef d'État, que vous refusez ou vous sollicitez. Non, je serais en honneur. On ne peut jamais refuser l'audience que la plus haute autorité de l'État vous accorde.
Mais il faut bien savoir ce que vous allez dire Oui. à cette autorité. Donc, pour ne pas lui perdre le temps, je pense que j'ai, en tant qu'élu, beaucoup d'expérience et beaucoup de choses qui pourraient contribuer à la résolution d'un certain nombre de problèmes de façon pacifique dans cette nation. Alors, on espère que le chef de l'État vous a entendu, ou du moins qu'il vous entendra. Merci. Martin, je le mets en prière, de toute façon. Merci, honorable Martin. Le programme Géopolice est cette semaine. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'avoir été patient. Oui. Voilà. Ça fait 1 an. Voilà. Alors, merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant pratiquement 90 minutes à l'occasion de cette édition de Géopolice. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle rencontre dans le cadre de cette émission Géopolice. En attendant, ne zappez pas, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À très bientôt, madame, messieurs.